Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 30 août 2024. Au sommaire cette semaine, une rencontre avec un auteur ou un artiste, comme il se décrit lui-même, qui a produit plus de 120 livres en 2 ans en utilisant l'intelligence artificielle. On va parler à la rédactrice en chef d'un nouveau magazine qui porte sur l'innovation. On va également accueillir Chloé Sandervost pour parler d'une nouvelle plateforme vidéo qui carbure à l'intelligence artificielle. Et du côté de mes collaborateurs, on va retrouver Catherine Dupont-Gagnon qui nous parle d'une nouvelle solution pour combattre la désinformation et le contenu manipulé en ligne. Et puis également Stéphane Ricoul qui revient de vacances et qui en a profité pour réfléchir, vous allez voir, à toute une question. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet cette semaine. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Éric Ranger, Michel Sauchok, Julien Bilodeau, Ève Méthode et puis Serge Labelle, à qui je souhaite une excellente soirée avec l'écoute de Mon Carnet et un petit verre de vin rouge. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Très heureux d'être avec vous et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour aller rejoindre Jérôme Colombin. Salut Jérôme. Salut Bruno, comment vas-tu? Ben, ça va bien, toi, comment te portes-tu? Je suis ravi, moi tout va bien parce que c'est la reprise et j'aime reprendre le travail. Je suis un peu, tu sais, parce que moi j'ai pas la chance de vivre en Amérique du Nord où on s'arrête jamais. Nous on est obligé de prendre des vacances l'été, d'aller bronzer sur la plage et tout. Donc c'est pas facile et j'attendais cette reprise avec impatience. Ouais, tu sais qu'ils sont en train de penser de faire des cagnottes à travers la planète pour encourager les Français à travers leurs vacances. Ouais, bon, allez. Je pensais que tu étais heureux parce que c'est les Paralympiques qui commence après. Ah, très belle cérémonie il y a quelques jours d'ouverture et la fête continue. C'est l'ambiance de fête à Paris qui continue. C'est assez agréable. Je crois que personne n'a envie que ça s'arrête cette espèce de. Ouais, puis ça change de l'image qu'on avait de Paris là. C'est non, c'est revenu à la fête, à la belle époque. Bon, de quoi on parle, Bruno? Ben écoute, moi je veux t'entendre, j'ai eu une bonne pensée pour toi cette semaine quand j'ai vu que Samsung annonçait que, un peu comme pour leur téléphone, maintenant ils allaient assurer à leurs clients une assurance de mise à jour pendant 7 ans de leur téléviseur. C'est beaucoup plus que leur grand compétiteur LG. Et je me suis dit, tiens donc, ça c'est le genre de sujet qui va intéresser Jérôme Colombin, parce que quand on parle d'obsolescence programmée, la machine part. Ah oui, moi, il faut pas me brancher là-dessus parce que j'ai le cuir sensible avec l'obsolescence programmée. Non, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça prouve qu'ils sont sûrs de leurs produits. Ça prouve que, je sais pas, ils ont peut-être, ils utilisent des composants et autres qui tombent vraiment beaucoup moins souvent en panne qu'avant. Et c'est vrai que venant de Samsung, c'est important parce que ils ont eu un bad buzz, on va dire ça comme ça, pendant des années. On les accusait d'obsolescence programmée. On les accusait vraiment de trafiquer leur téléviseur pour qu'ils tombent en panne à partir d'un certain âge, etc. En fait, il y avait des enquêtes qui avaient été faites. On s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un défaut, notamment, je crois que sur un modèle en particulier, il y avait un condensateur qui était mal placé et qui chauffait. Et au bout, toujours de la même durée de vie, il se mettait à faire sauter le truc. Les réparations pouvaient coûter cher si on les faisait dans le circuit Samsung, mais si on allait voir un petit réparateur de quartier, il changeait le condensateur et ça coûtait 3 francs 6 sous. Mais parce que moi, l'obsolescence programmée, pour moi, c'est du complotisme. Je pense que c'est de la légende urbaine. Aucune marque. Alors, c'est très difficile, effectivement, de prouver qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée. Mais c'est aussi difficile d'en prouver qu'il y en a vraiment. Et les constructeurs n'ont aucun intérêt à faire de l'obsolescence programmée parce que ça nuit à leur image de marque, ça fait des mauvaises histoires et à la fin, ça leur retombe dessus, même si on a l'impression que ça va leur permettre de vendre plus de produits. Voilà. Je dis pas que ça n'existe pas dans certaines filières. Il y avait eu l'histoire des imprimantes, etc. Encore que ça pourrait se discuter. Mais voilà, arrête-moi quand tu veux, mais moi, sur l'obsolescence programmée, je peux tenir 2h30. Écoute, je te laisse encore 5 minutes, mais après t'arrêtes. Non, mais voilà, il faut se méfier, il faut faire attention et tout, mais il faut pas tomber dans la psychose de de toute façon, c'est sûr, c'est l'obsolescence. Il y avait ça aussi pour les oreillettes Apple. On disait, mais on n'a jamais rien prouvé. S'il y avait eu vraiment un plan machiavélique au sein de ces entreprises
pour les produits tombent en panne à date fixe. Je veux dire, il y a des bonnes âmes, des lanceurs d'alerte et autres qui l'auraient porté sur la place publique depuis longtemps. Pour l'instant, non, mais sans être vraiment une opération montée de toutes pièces, quand même avec le temps. Mais évidemment, ça, on peut en parler beaucoup plus avec les appareils qui sont dans notre environnement depuis longtemps. Je pense aux machines à laver, aux sécheuses, aux trucs du genre. Oui. Les matériaux, la mécanique a changé avec le temps. Oui. Alors, ce qui durait pendant 2 générations pour votre grand-mère et votre mère, ben aujourd'hui, ça dure quelques années, puis après, il faut changer ou investir dans le changement de l'électronique à même l'appareil, c'est tout. Mais regarde les prix. Les prix ont été divisés par je sais pas combien, par 3 ou par 4. Avant, un lave-linge, effectivement, ça pouvait durer 15 ou 20 ans, mais tu le payais 3 fois plus cher qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il a fallu faire des produits plus accessibles à tous les foyers, à toutes les couches de la population, etc. Et puis malgré tout, enfin moi je croise les doigts, mais tu vois, j'ai des machines qui j'ai pas dû payer une fortune et qui tiennent depuis des années, donc ça existe encore quand même. Ouais, puis on le voit, ton linge est propre. Mon linge est propre, je sens bon, enfin tu vois. Mais par contre, j'ai des souvenirs. Moi, je suis allé nettoyer au fin fond de la machine. Il faut le faire aussi de temps en temps. Voilà, ça c'est le petit conseil pratique de la semaine. Absolument. Et d'ailleurs, je fais des prestations à domicile si ça intéresse pour aller nettoyer les lave-linges et les sèche-linges. Ça, Jérôme, tu vas regretter d'avoir dit ça parce que tu vas recevoir plein de courriels. Mais bon, c'est toi, tu dois vivre avec tes propos. Autre information que tu as vu passer, moi aussi, j'ai vu passer la chose, la performance de X qui prend de l'aile. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est la fréquentation, l'engagement, c'est-à-dire qu'il y a plus assez de monde sur X, sur la plateforme d'Elon Musk, et les gens ne participent plus assez, donc il doit être un peu fâché, le brave Elon, non ? Ben oui, puis surtout qu'il n'arrête pas de dire que c'est la meilleure plateforme puis que c'est la plateforme des réseaux sociaux la plus populaire, en tout cas dans le magasin américain où il habite. Mais là, les derniers chiffres qui sont sortis parlent d'une chute de 40% au niveau de l'engagement. Ben oui, c'est énorme. Au niveau de l'engagement, si on compare seulement à l'an dernier, pas à 2019 là. Et là, on est en train de regarder, les j'aime ont diminué de 16%, le repartage a diminué de 23%. Et les mentions de compte ont diminué de 61%. C'est donc dire que là, tu sais, puis quand on regarde même la moyenne de publication, aujourd'hui, elle est passée à 3,5. L'an dernier, c'était 5,7. Donc, il y a même un désengagement par rapport à la publication. Et puis, dans le même contexte, ce qu'on apprend, c'est Elon Musk qui nous apprend par une publication cette semaine sur X, évidemment, qu'il allait faire du ménage dans l'algorithme et d'ici quelques jours, on va voir apparaître un nouvel algorithme. Parce que pour le moment, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ben évidemment, si on a le petit certificat bleu, la vie est belle, on est décuplé dans notre visibilité. Oui, mais ça, on peut en discuter. Parce que moi, j'ai le petit certificat, enfin, j'ai pris l'abonnement, là, et j'ai vraiment l'impression que non, mes posts n'ont plus le même rayonnement qu'avant. Et tu vis justement dans le désengagement. C'est exactement ce que tu vis. Parce que moi, je te dirais qu'à l'opposé, j'ai jamais rejoint autant de gens qui n'étaient pas intéressés dans ce que je publie qu'aujourd'hui. Et j'ai combien de gens qui n'apprécient pas les publications que je fais parce qu'à l'occasion, je parle d'autre chose que de technologie. Je parle notamment de la politique américaine. Et c'est dans voir les gens qui me tombent dessus à bras-le-corps en disant « Mais pourquoi vous m'affichez ça? Je suis pas intéressé, je veux pas vous suivre. Parlez à Elon parce que c'est pas moi, bloquez-moi et c'est tout. » Ben oui, c'est ça. C'est pas de la faute de celui qui publie, mais il faut rappeler aux gens qu'il y a 2 onglets sur X. Il y a l'onglet de droite, l'onglet de gauche. L'onglet de droite, c'est vraiment les gens qu'on suit et c'est les abonnements. Et à gauche, c'est pour vous, c'est ce qui est recommandé par le fameux algorithme. Mais là, ce qui va jouer, et je termine là-dessus, c'est que Elon Musk, il annonçait, c'était qu'ils allaient prioriser les plus petits comptes. Alors, des gens qui ont des millions d'abonnés et qui ont vraiment la possibilité d'aller rejoindre tout le monde, justement parce qu'ils sont gros, ils ont énormément de poids, ben là, on va essayer de favoriser les gens qui ont dans 1000, 10 000 et peut-être maximum la centaine de mille d'abonnés.
pour pousser un peu d'avant. Bah, écoute, très bien. Ça peut effectivement aller dans le bon sens. Maintenant, on sait que la priorité aussi, elle était au contenu, c'est-à-dire que si tu postes des vidéos ou même des photos, t'es plus mise en avant par l'algorithme que si tu fais des tweets secs avec juste du texte, en fait. Et même si tu pointes vers des médias, t'as un facteur qui augmente au niveau de la visibilité. Et puis en même temps, on sait que tout ce qui polarise aussi, tous les contenus qui vont énerver les autres, là, ils aiment bien les mettre en avant, et ça, c'est franchement pas le bon côté des choses. Donc, est-ce qu'il n'est pas en train finalement de récolter ce qu'il a semé, Elon Musk, en faisant un peu des conneries à droite à gauche et avec cette baisse de l'engagement. Mais je pense qu'il y a aussi une forme d'usure. Moi, je te l'avais dit, j'ai désinstallé X pendant les vacances et ça m'a pas manqué. Et là, j'ai fini par le remettre à la rentrée. Et il y a un côté quand même qui tape sur le système, quoi, on est reparti. Mais tout le monde est responsable, Je t'arrête, là, parce que il y a une rumeur qui court. Ouais. Il y a une rumeur comme quoi Monde Numérique reviendrait à sa formule régulière cette semaine. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement vrai et confirmé. Ouais, Monde Numérique. J'ai des sources, moi. C'est dingue, hein. Ouais. Bah, t'écoutes, t'es abonné, non? Oui. Oui. C'est vrai. C'est Monde Numérique et redevient un podcast, est un podcast quotidien maintenant. Ah ouais, je vais au charbon tous les jours, mon pote. Une chronique par jour, un sujet d'actu par jour. C'est un peu ce que je faisais sur France Info, plus l'hebdo dans lequel on se parle cette semaine, plus les interviews d'invités. Mais on n'arrête pas de bosser. Et toi, comment se porte 120 minutes, cette magnifique initiative? Ben écoute, 120 minutes, je suis pas rendu là. Là, pour le moment, je suis rendu à seulement 120 secondes. 120 secondes. À chaque fois, je te fais le coup. Donc, c'est ce petit flash que tu fais toi aussi tous les jours. 120 secondes de tech. Ouais. Et moi, je suis heureux parce que il semble y avoir de l'intérêt. Écoute, je te dirais que je roule en moyenne, là, pour les gens qui s'intéressent aux chiffres, je tourne autour de 63 000 écoutes par semaine, ce qui est vraiment bon. Je suis pas mal fier de ça parce que c'est tout neuf. Et là, il n'y a pas d'habitude de prix, mais ça rejoint son public. Et pour les gens qui aiment de la stratégie, je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent. Sur les réseaux traditionnels de podcasts, de distribution, là, c'est là, mais c'est pas encore là. Mais ce qui fonctionne le plus, c'est TikTok. Mais vraiment, là, on est dans la dizaine de milliers à chaque édition. Faut croire que la formule intéresse, même si c'est pas de la vidéo. Mais ça fonctionne. Mais techniquement, c'est une vidéo. Mais en fait, on ne te voit pas, on n'a que de l'audio. Ouais. Et donc, toi, tu mises sur la diffusion sur les réseaux sociaux, en priorité. Exactement. Et en priorité, TikTok. Ouais, mais tu me connais. Moi, j'aime faire des tests avec ce que je fais comme production. Alors là, je trouve ça intéressant. Puis la formule, l'idée que c'est 2 minutes, c'est pas encombrant dans l'horaire de quelqu'un. Non, c'est bien réseaux sociaux. Bon, mais moi, je te parle plus. Alors, si tu fais des trucs sur TikTok comme ça, là. Alors, quand même. Il me dit ça, celui qui fait des centaines de milliers de vues sur TikTok. Moi, s'il te plaît. Non, j'y suis plus allé depuis des mois. TikTok. Ouais, mais c'est tes vidéos qui sont intéressantes. C'est pas trop mon copain, TikTok. Mais c'est vrai que c'est impressionnant pour tous les producteurs de contenu. C'est une machine de guerre, TikTok. Et justement, grâce à l'algorithme, les contenus ont une visibilité incroyable. Mais là, tu me parles de ton format quotidien, mais quand même, il y a un rendez-vous le samedi encore pour le long format. Bien sûr. On veut passer du temps avec Jérôme Colombin. Tu nous présentes quoi cette semaine? Alors cette semaine, écoute, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué ensemble la semaine dernière. On parlait, tu sais, de cette déclaration du patron d'Amazon Web Services qui dit que l'IA va remplacer les développeurs. C'est un sujet intéressant. Nous, on l'avait juste évoqué en tant que news, mais j'ai voulu en savoir plus et donc je suis allé interroger un spécialiste qui est le CTO, le responsable technique de la société française Quant, et qui me donne son avis là-dessus, et parce qu'il a une grande expertise en matière d'intelligence artificielle. Donc, il temporise et il relativise un peu ce qu'a pu dire le patron d'AWS. Et puis, je me penche également sur un sujet intéressant qui est un petit peu dans le prolongement de l'actualité du moment avec l'affaire Telegram, dont on reparlera ensemble ce dimanche dans le grand débrief de Monde Numérique, avec François Sorel et puis toi. Tu parles de Telegram et moi, j'ajouterai dans l'équation WhatsApp. On parle toujours de ces deux services-là comme des messageries, mais c'est aussi des lieux de publication de contenu
contenu. Ouais. Il y a d'énormes... Pour les Nord-Américains, là, c'est tellement peu connu, ce système-là. Mais la possibilité de suivre les publications, l'actualité en s'abonnant à des chaînes, que ce soit de médias établis ou de personnel, c'est vraiment impressionnant. Alors, dans l'équation de Telegram et de ce qui est reproché au grand patron, il y a ça aussi qui est dans le décor, en fait. Ouais, tout à fait, c'est vrai. C'est des médias à part entière, surtout Telegram, avec des chaînes qui peuvent aller jusqu'à 200 000 abonnés. C'est monstrueux, hein, c'est monstrueux. On se dit alors à la semaine prochaine, mais surtout à ce dimanche pour le grand débrief avec François Sorel dans le podcast Monde Numérique, si tu es d'accord. Je suis toujours d'accord. Puis encore plus de rencontrer François Sorel. Je suis très heureux de l'avoir. Alors, Jérôme, bonne suite de podcast et puis on se retrouve donc dimanche. Salut Bruno, à bientôt. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Tim Boucher, un artiste de la région de Québec qui a beaucoup fait parler de lui à l'international depuis quelques semaines après qu'on ait réalisé qu'il avait réussi à écrire ou à créer plus de 120 livres en 2 ans en utilisant l'intelligence artificielle. Et son histoire est tellement devenue un cas de figure pour illustrer le potentiel de l'IA dans la littérature que des auteurs ont même cité son œuvre dans une poursuite contre l'un des éditeurs d'intelligence artificielle en Californie. Pour mieux le connaître et comprendre sa démarche, on va aller le rejoindre à l'instant chez lui. Bonjour Tim Boucher. Bonjour. Tim, qu'est-ce qui, il y a 2 ans, quand vous avez commencé cette histoire-là, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire autant de livres ou même votre premier livre en utilisant l'intelligence artificielle? J'ai toujours voulu juste comme faire comme une série, comme science fiction pulp, comme à la style l'ancienne dans les années 50 environ. Et j'ai fait plein d'autres écritures avant ça. J'ai fait une novel, une novella aussi. Et j'ai eu l'idée juste comme expérimenter à la base qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies-là. Et une fois j'ai commencé, c'était juste comme automatique. J'ai eu plein d'idées et j'étais comme capable de les capturer rapidement. Et une fois parti, j'ai continué et c'est tout. J'ai lu dans une entrevue avec vous que quand vous regardez vos livres ou quand vous regardez ce que vous faites, c'est plus un travail d'artiste que d'auteur. Est-ce que c'est vrai? Oui, à la base, c'est pas juste les mots dans les livres, c'est surtout les images. Pour moi, sont comme les livres de l'art pour montrer c'est quoi l'art des IA. Et j'ai toujours aussi voulu faire comme des bandes dessinées et je suis un artiste visuel aussi moi-même et ça m'a donné finalement la chance comme travailler assez rapidement pour faire qu'est-ce que je veux faire. C'est comme le premier outil qui peut travailler aussi rapidement. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle ou les outils que vous utilisez vous permettent de faire que les autres outils que vous avez utilisés auparavant ne vous permettent pas de faire? Surtout pour moi, c'est une question de structure parce que j'ai fait comme plein de world building en anglais, mais avec beaucoup de détails comme encyclopédie de fictionnel et ça m'a donné la chance pour comme explorer comme les petits détails dans le monde. Mais finalement, c'est intéressant parce que les IA aujourd'hui sont pas vraiment bonnes pour suivre les détails qu'on fait. Si on donne trop de détails, ils les jettent. Si on ne comprend pas, c'est oublié. Mais pour moi, c'est vraiment intéressant parce que je trouve ça, c'est comme une feature, not a bug. C'est comme intéressant parce que c'est une erreur. C'est intéressant parce que c'est pas correct comme je veux. Et quand je fais ça, je donne les détails, mais c'est pas comme j'ai voulu. C'est autre chose. Et pour ça, c'est intéressant parce que c'est pas correct, c'est pas bon, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça donne? C'est presque humain, ça. Ouais. et avec ça, c'est une chose que, oui, je peux faire comme une simulation de ça moi-même, mais c'est vraiment particulier des outils IA.
Comment vous trouvez ça, l'intérêt qu'on porte à vous? Parce que depuis tout l'été, je vois ici et là des textes sortir, des entrevues que vous donnez. Est-ce que vous êtes surpris de l'intérêt que vous générez par rapport à cette démarche-là? Oui, parce que personnellement, je considère que qu'est-ce que je fais avec l'IA, c'est pas tellement controversé pour moi. Pour moi, j'utilise les technologies comme sont offertes au public et mes livres documentent c'est quoi l'état de ces technologies et je donne comme une critique sur ça parce que je trouve que ça va pas nécessairement dans une bonne direction avec tout ce qu'on a. Et moi, j'ai déjà fait la modération de contenu pendant les années comme job professionnel. Et j'ai vu tellement que le monde ne semble pas content par l'Internet. Et le sujet change, mais le mécontentement ne change pas vraiment beaucoup. Et pour moi, je comprends tellement qu'il y a des problèmes et dans mes travaux, j'essaie de faire comme une lumière sur les problèmes, sont quoi et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais pour moi, personnellement, j'ai fait assez de temps de répondre au mécontentement des autres et je veux pas baser mon pratique artistique sur ça. Ouais. Si j'écoute le monde qui dit, oh, c'est pas le vrai art, il est pas vrai artiste, je vais faire rien et je vais juste arrêter tout et c'est pas ça que je veux faire. J'écoute mon voix intérieure et la lumière intérieure pour trouver la bonne moyenne à explorer et donner les fruits de mes explorations aux autres. Et si on ne veut pas, je comprends, mais c'est ça que je fais. Oui, il faut les inviter à regarder ailleurs. Vous, c'est votre démarche artistique que vous faites. Oui, exactement, oui. Ouais. Vous avez abordé, puis je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous avez appris de l'intelligence artificielle générative? Parce que là, vous l'utilisez, vous la réutilisez. Je vais prendre une expression anglaise, là, vous tweakez certaines demandes. Qu'est-ce que vous avez appris au fil des mois, au fil des années? C'est une grosse question. Je ne sais pas exactement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai appris que les technologies sont pas assez bonnes pour les choses qu'on va faire avec. Et il y a vraiment une tendance dans les compagnies à dire c'est bon pour tout. Tu peux utiliser ça avec tous les problèmes et ça va régler tout. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment fausse. C'est vraiment les promis qui sont pas soutenus par la réalité. Et pour moi, j'ai appris que c'est dangereux juste écouter qu'est-ce que les compagnies disent. Et moi, j'ai travaillé comme les 10 dernières années avec les compagnies de technologie et je comprends que c'est nécessaire avoir plus des utilisateurs et dit tout ça pour avoir plus de market share, mais je pense que c'est nécessaire à trouver un autre moyen qu'est-ce qu'on a maintenant parce que on est vraiment à risque d'avoir juste comme 2-3 compagnies géantes qui contrôlent tout. Et pour moi, je veux avoir plus d'options que ça. J'aimerais mieux avoir comme des options open source ou comme avec qui sont fondées par le public et qui sont plus transparentes avec qu'est-ce que fait l'entraînement et tout ça. Et je trouve ça concernant et assez dangereux aussi. Et une chose que j'aimerais voir au Québec et je veux voir que le gouvernement de Québec devrait examiner ses compétences et développer un organisme de surveillance solide qui est capable de répondre aux risques causés par les IA et les dommages vrais actuels aujourd'hui. Sinon, nous risquons de sacrifier nos comme souveraineté numérique à des entreprises étrangères qui suivent pas nos lois et qui ont pas le regard des fois de la vie humaine. C'est quoi être une vie humaine? Et je sais que c'est comme paradoxique pour moi, un artiste qui utilise IA à dire ça, mais c'est vrai que c'est ça que je trouve. Je reviens sur l'intelligence artificielle proprement dit, l'outil. Est-ce que vous utilisez toujours le même outil ou est-ce que vous vous promenez d'un à l'autre? Non, jamais. C'est jamais pareil un livre d'un autre. J'ai fait comme vraiment le tour de tous les outils qui existent publiquement, payés ou gratuits. Et normalement, je les mélange. Je prends une partie d'un texte ici et une partie de l'autre et je fais comme arranger tout ensemble et
je trouve que avec cette moyenne de travail, c'est pas répétitif parce que chaque livre est vraiment différent l'un de l'autre. Vous avez fait un choix comme artiste et c'est de travailler avec un éditeur, Emmanuel Dorito, aux éditions Typophilia. Pourquoi avoir décidé de faire cette création-là en collaboration avec un éditeur? C'est intéressant pour moi parce que j'ai fait tout ça tout seul. Je suis comme le seul témoin de mon travail et je trouve que c'est comme artiste, c'est une expérience lonely et c'est vraiment bon d'avoir un autre humain qui peut voir qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais pas une autre chose et pour expliquer et pour juste comme témoigner le processus et partager aussi juste comme la vie humaine autour de tout ça. Et c'est vraiment nécessaire et ça me donne vraiment beaucoup plus de texture, de complexité dans tout. Tim, c'est rare qu'on a l'occasion de pouvoir poser la question à un artiste, à un écrivain aussi. Par où on commence pour apprécier votre travail dans cette collection de romans? Je sais, parce que la structure est vraiment complexe parce que chaque livre a des références des autres livres. Et une fois tu commences à faire comme des rabbit holes, avec ça, tu arrives dans un autre livre et les détails sont pas pareils. C'est pas comme ça que j'ai dit dans l'autre livre. Et pour moi, il n'y a pas vraiment une seule place pour commencer, mais on a commencé avec le premier livre que j'ai fait. C'est la conspiration Quatria. C'est comme un retour dans mon premier roman, Lost Direction, Direction perdue. Et j'ai pris comme les thèmes de mon premier roman et je l'ai revisité comme si c'était vrai. Si c'était une vraie histoire et c'était une vraie histoire où c'était comme une conspiration à l'Internet, le monde croit que c'est vrai. Et je sais que maintenant, parce que j'ai travaillé tellement beaucoup dans ce domaine, j'ai tellement travaillé avec la modération de contenu, avec la désinformation et tout ça. Et je sais que c'est comme une place à explorer avec beaucoup de fruits et il y a des fruits empoisonnés dans ça aussi. Et le premier livre, Conspiration Quatria, c'est moins de l'IA au départ. C'était juste moi. J'ai essayé comme à faire comme IA humain. J'essaie à faire comme moi-même, comme si je suis une IA et j'essaie à comme réarranger des détails comme ça. Et on a ajouté aussi l'art IA avec ça, mais ça donne une base pour comprendre c'est quoi les gros thèmes dans mes travaux. Mais il y a aussi beaucoup d'autres livres qui, dans le moment, il y a des livres plus importants et moins importants pour moi pour comprendre qu'est-ce que je fais. Et si je donne comme mon liste, je pense que ça va être vraiment différent que les listes d'un autre. Peut-être Emmanuel va avoir une autre liste pour lui. Et je veux pas trop donner les directives ou les opinions pour les lecteurs parce que je veux pas trop colorer leur impression avec mes impressions. Et j'aimerais mieux avoir juste comme qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous sentez dans ça. Sentir, does that mean smell? I don't know. Non, oui, vous sentez. Ouais. Tim, en terminant, dans 50 ans, dans 100 ans, quand on présume la génétique, là, vous ne serez plus là, moi je ne serai plus là. Comment vous voulez qu'on se souvienne de vous? Est-ce qu'on va parler d'un auteur, d'un artiste? Qu'est-ce que vous espérez laisser comme image? Personnellement, je pense à moi comme artiste et c'est important pour moi de regarder l'histoire de l'art parce que chaque nouveau mouvement artistique est toujours attaqué par celui qui est déjà établi et qui disent que le nouveau n'est pas l'art véritable. Et on observe ça encore et encore dans l'histoire de l'art dans les 200 dernières années avec impressionnisme, fauvisme, cubisme, dadaïsme, expressionnisme abstrait, pop art, art conceptual, graffiti et bien sûr dans les événements de photographie. Et c'est exactement pareil aujourd'hui avec l'art génératif que je pense. Et aussi, je veux pas nécessairement être remembered dans l'avenir parce que pour moi, c'est plus important qu'on avoir plus des artistes qui sont impliqués
dans le développement de l'IA et pour orienter son évolution dans les directions favorables aux artistes et aux humains. Parce que je pense que les artistes sont surtout les humanistes et les artistes apportent des perspectives différentes que les ingénieurs ou les chercheurs. Et c'est très, très important à avoir ça dans le mix. Et j'aimerais que le monde qui ne sont pas contents arrêter d'attaquer des artistes qui essayent de trouver c'est quoi la bonne moyenne d'utiliser ça. Et si vous avez un problème, à mon avis, il serait plus productif à diriger les critiques aux compagnies et faire la pression sur les législateurs et au lieu de proférer des menaces ou des insultes aux artistes, et c'est pas nécessaire et tout. Tim Boucher, merci énormément pour m'avoir donné cette entrevue en français. J'apprécie. Elles sont rares. J'ai cherché sur Internet, il n'y en a pas beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on vous retrouve aux éditions Typophilia et je vous invite à poursuivre votre travail parce que c'est vraiment fascinant de vous suivre. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Cette semaine, le groupe médiatique C-Science vient de lancer en ligne un magazine électronique pour parler de l'innovation, des technologies et de la science. J'ai eu le temps de le lire et c'est vraiment bien fait et je me suis dit que ça vaudrait vraiment la peine de vous le faire découvrir. Alors, j'ai invité la rédactrice en chef du magazine Les Connecteurs, c'est le nom du magazine, à venir nous en parler. En passant, en allant sur le descriptif de l'édition d'aujourd'hui de Mon Carnet sur le site moncarnet.com, vous trouverez un lien pour accéder à une copie gratuite du magazine. Bonjour Chloé-Anne Thomas. Salut! Oui, grosse nouvelle cette semaine, un nouveau magazine au Québec. Oui. Mais là, le plus grand bonheur pour moi, c'est un magazine qui parle d'innovation, de science, de technologie. D'où vient l'idée de sortir Les Connecteurs? Je vais être très honnête avec toi. J'espère. Et oui, puis je sais, on essaie d'être le plus transparent possible, mais là, c'est vrai qu'en contexte de crise des médias, bon, j'avais l'idée depuis longtemps. J'en parlais, tu sais, moi je viens des hebdos en plus, fait que avoir un format travaillé, édité qui sort assez régulièrement, peut-être pas chaque semaine, mais en tout cas assez régulièrement avec celui-ci aussi. C'était quelque chose qui me travaillait, j'avais le goût d'avoir un format peut-être plus engageant, plus dynamique, mais tu sais, qu'on soit capable de dire, ben, dans tel numéro, on va parler de ça, vraiment une question autour de laquelle on va articuler tous les sujets, les orientés, les sujets des chroniqueurs et des journalistes, parce que il y a des grandes questions qui interpellent en ce moment la population. Puis c'est pas toujours clair des fois de quel côté on est. Est-ce qu'on est obligé de prendre parti quand on parle d'innovation, technologie? Ça secoue beaucoup de choses. Puis je pense qu'on est là pour aborder toutes ces questions-là dans un environnement où on démocratise un peu plus les savoirs. Je voulais que ce soit un outil qui fasse ça, en fait. Fait que c'est d'où le premier sujet de la réduction de la fracture numérique et scientifique. Ça s'est comme imposé tout seul là, à ce moment-là. Est-ce que c'est difficile de trouver l'éditorial d'un numéro? Ben là, en plus, c'est le premier. Alors, on veut démontrer ce sur quoi on va partir, qu'est-ce qu'on va aller couvrir, mais trouver les sujets parce que tu sais, vous êtes dans l'instantané. Là. Il y a un site web qui publie, vous avez une série vidéo qui est là avec des grands rendez-vous. Quand vient le temps de faire un magazine, qu'est-ce qu'on décide de mettre dans un magazine? Oui, c'est une bonne question. Puis je pense que toi, tu es très bien placé pour le savoir, mais quand on veut sortir du contenu, la nouvelle, elle n'attend pas, c'est certain. Puis on ne veut pas non plus reprendre du contenu qui est partout. Fait qu'il y a cet enjeu-là quand tu es un site qui se dit un peu un quotidien, parce que c'est vrai qu'on publie tous les jours à C-Science, déjà de base, qui est l'autre média que je dirige. Donc, forcément, quand on sort une formule comme ça, on se dit, bon, est-ce qu'on peut faire en sorte de contrôler un peu la narrative? Parce que c'est vrai que souvent, on répond présent à des événements. Tu sais, l'écosystème de l'innovation nous connaissent. On n'a pas beaucoup de journalistes et de médias à vraiment traiter de ces questions-là. Mais ça nous tente aussi un peu d'aborder des enjeux sous l'angle peut-être plus de la préoccupation citoyenne, tu sais, d'aller un petit peu plus orienter nos questions que de se faire un peu dicter de quoi on va parler. Puis je pense que l'urgence était là aussi, que ce soit pour nous, pour la communauté qui nous suit. Puis
ça reste qu'on va être là, on va être présent, on va couvrir des sujets, mais de faire le lien, puis je pense que c'est avantageux pour tout le monde de faire ce pont-là. Je pense que ça prend des gens comme nous, comme toi, pour faire cette connexion-là, d'où l'idée, les connecteurs, qui veut exprimer ça essentiellement. Comment on fait pour rétablir un peu pas juste la confiance, mais vraiment tout simplement la communication, tu sais, le canal de vulgarisation de tout ce qu'on entend, tout ce qui semble un petit peu intimidant. C'est un espèce de monstre froid, la technologie disruptive, comme on dit des fois, tu sais, qui vient bouleverser notre quotidien. Pourtant, tout le monde y est confronté, mais vraiment de manière très directe. Fait que je voulais qu'on exprime ça, en fait, tu sais, qu'on aille chercher vraiment les experts, mais dans un média, on peut donner la parole à tout le monde. Tu vois, il y a un volet international aussi parce qu'on parle de la communauté haïtienne. Il y a vraiment cette volonté qu'on mette tous nos efforts ensemble. Puis c'est aussi pour ça que le magazine est gratuit, est accessible. On peut le télécharger, on peut le partager, on peut travailler avec des journalistes d'autres médias. Tu sais, c'est vraiment cette idée-là. Puis je pense qu'on en a besoin à une période où sur les réseaux sociaux, tu sais, les gens y vont quand même, mais ils trouvent plus leurs nouvelles là. Fait que c'est ça. C'est tout ça, un amalgame, je te dirais, qui a poussé vers ça. Tu le disais, tu viens de ce milieu-là, de l'imprimé des hebdos, mais est-ce qu'il y a une certaine frustration ou tu prends ça comme un défi d'arriver à faire tenir les articles, les sujets, les thèmes dans un cadre qui est bien établi? Parce qu'on s'entend, bon, c'est pas parce que c'est un magazine électronique que tu as plus de place, là. À un moment donné, dans la mise en page, on décide d'un nombre de pages et ça tient là. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas tenu avec la publicité, mais ça va s'en venir, c'est clair, parce qu'il y a un marché qui est intéressé par le type de lectorat que vous allez chercher. Comment tu vis avec ça? Merci pour la question. Non, mais c'est vrai que c'est un défi de tous les jours. Le modèle a souvent été un enjeu. On n'est pas épargné par ça. J'en parle aussi avec d'autres rédacteurs en chef. Puis, même la presse, c'est un OBNL. Hein. Fait que quand tu y penses, avant, ça générait beaucoup de retombées. Puis là, on se rend compte, on s'en va tous vers ce modèle-là. Nous, on est un OBNL aussi, parce que c'est opéré par ces Sciences Le Lab qui est l'OBNL en question. Je te dirais que l'enjeu, c'est toujours ça. C'est comment on fait pour séparer l'éditorial de, on a besoin de partenaires. On s'associe à beaucoup de monde. Tu le vois, on sort des dossiers thématiques. Donc, à chaque fois, on s'associe quand même à des collaborateurs à qui il faut expliquer écoutez, la plus-value de travailler avec des journalistes faites-nous confiance, on va vulgariser, mais on n'est pas là pour faire agent de communication. C'est un très beau métier, mais c'est pas ce qu'on fait. C'est pas la relation publique que vous faites. C'est ça, mais je te dirais que c'est le défi à chaque fois, c'est cette frontière-là, parce que c'est un peu le rôle que je joue. Hein. Puis je suis comme le mur, puis des fois je suis la pas fine, puis il faut comme rappeler un petit peu à l'ordre. C'est ça qui nous motive, c'est vraiment la nouvelle puis d'intérêt public. Hein. Fait que ça devrait être ça l'objectif dans l'absolu. Puis je pense qu'on travaille pour les gens aussi, pour qu'ils soient partie prenante de cette discussion-là. Fait que ça, je te dirais, mon défi en général, c'est toujours ça. Puis évidemment, mobiliser les ressources, parce que là, on travaille beaucoup, tu vas le voir, là, c'est un peu les mêmes ressources que pour ces sciences. On a aussi des nouvelles têtes qui vont s'ajouter. Tu vas voir des nouveaux visages, autant chez les chroniqueurs que du côté des journalistes. Mais essentiellement, c'est les mêmes ressources. Tranquillement, on va se détacher pour avoir les connecteurs qui vont exister vraiment comme entité là, séparée. Là. Votre marché cible au magazine, qui c'est? Quand vous l'avez créé, quand vous écrivez, à qui vous pensez? Moi, je veux vraiment qu'on s'adresse à tout, que ce soit les technophiles, mais vraiment le grand public, les gens qui ont une curiosité ou même qui ont des préoccupations en lien avec la technologie, puis qui veulent se familiariser avec les concepts. Des fois, il va y avoir des ressources vraiment très, très ciblées qu'on va mettre de l'avant. Des fois, ça va être par rapport à des thématiques qui interpellent des communautés plus larges aussi, mais il faut toujours que ça touche un enjeu de société. Donc, si pour l'instant, on est très suivi par l'écosystème de l'innovation, de la recherche, de la technologie, tout ça, là, c'est vraiment, on élargit pour aller vraiment intéresser des jeunes. Ça peut être des classes, ça se fait là, d'avoir un groupe, mon enseignant, on a envie qu'ils aient une copie peut-être du magazine ou qu'ils aillent regarder, c'est interactif, c'est gratuit, fait que est-ce qu'on pourrait pas en discuter après des enjeux qui ont été abordés dans ce numéro-là en classe?
Ça peut être, bon, ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui est un peu, qui se dit, ben moi, je sais, j'ai un problème avec les outils numériques. Moi, j'ai peur de ça, l'identité numérique. On s'en va vers ça. Ça ressemble à quoi je dois m'attendre, comment je vais faire pour me familiariser avec tout ça. Ben nous, c'est ça, c'est ces enjeux-là qu'on veut traiter. Fait que ça va autant s'adresser à quelqu'un peut-être les jeunes générations, qu'à monsieur, madame, tout le monde, peut-être moins techno, mais qui a envie d'être à jour, d'être fonctionnel en société, de savoir comment maintenir ses relations, puis en même temps avoir un avis là-dessus, puisqu'on va donner la parole aussi aux gens qui veulent nous écrire, publier des lettres d'opinion, etc. Fait que c'est vraiment élargi, je te dirais. On n'est plus juste dans l'écosystème très niche de la recherche et de l'innovation. Chloé, dans la production vidéo que vous faites, vous avez des rendez-vous, on en parlait plus tôt. Vous n'avez pas vraiment de compétition dans ce domaine-là au Québec. C'est assez niché ce que vous faites et rassembleur. Du côté de votre site Web, il n'y a pas vraiment de compétiteurs aujourd'hui, ça a déjà existé. Mais là, quand on débarque dans un format magazine, il y a quand même Québec Science qui nous vient en tête. C'est quoi le différentiel entre les deux? Mais justement, on va avoir des journalistes, je n'en dirai pas plus, tu vas le découvrir, mais qui écrivent. Pour nous, on se voit cohabiter avec ces magazines-là. On a déjà eu la rédactrice en chef, l'ancienne, qui était venue justement à une émission, c'est plus clair. Donc, tu as raison que la formule, c'est plus clair. On n'a pas vraiment de compétition en tant que telle parce que sinon, la télé va toujours dominer là, le marché. Mais elle n'ira jamais aussi profondément que vous dans un sujet. Ouais. Puis tu as raison aussi de souligner ça parce qu'il y a le côté sans frontières, puis ça, on l'a mis dans notre slogan pour le MAG, mais le sans frontières, le côté transatlantique, parce qu'on a aussi des journalistes à Lyon, en France. Donc, on essaye d'avoir une discussion dans toute la francophonie. Maintenant, bon, Québec Science, oui, pour moi, je le vois comme ils font autre chose. Ils ont une autre approche. C'est un autre ton. L'éditorial est quand même un peu différent. C'est pas non plus un magazine gratuit. Donc, ils ont aussi des enjeux par rapport. Il faut payer, hein. Les journalistes, c'est pas gratuit. Il y a toujours ces enjeux-là. Fait que nous, chacun trouve sa méthode. Nous, on a décidé de faire des partenariats pour avoir des dossiers spéciaux et tout ça. Donc, c'est ça qu'on trouve. On est financé aussi. On a du soutien de beaucoup d'acteurs de la communauté. Je pense au Fonds de recherche du Québec qui nous soutient toujours parce qu'on a quand même cette mission commune, vulgariser la recherche, le fruit de la recherche. Donc, on a été soutenu beaucoup aussi par le Conseil de l'innovation, tout ça. C'est quand même une mission commune. Je sens que l'écosystème nous suit là-dedans. Mais c'est vrai que sur le web, je nous vois très bien cohabiter, travailler ensemble, que ce soit pour des lancements de balados aussi qu'on fait, tout ça. On essaye d'avoir des collaborations, puis on le voit pas comme une compétition en ce sens-là. C'est comme, je pense que toi aussi, tu as cette approche-là que je te vois aimer mettre de l'avant tout ce qui se fait dans les médias et des médias spécialisés aussi. Je pense qu'on s'en va vers ce modèle-là. J'ai participé à la réunion hier. Il y avait une réunion par rapport à la nouvelle place. Je pense que tu en as sûrement entendu parler. Puis c'est l'idée d'avoir un projet peut-être coop. Puis je suis en train de développer ça. C'est intéressant, mais est-ce qu'on pourrait pas tous en faire partie, puis s'assurer qu'on ait une vision un peu plus étendue pour ce qui est des médias. Parce que moi, je trouve, en tout cas personnellement, qu'il y a une espèce de monopole. On parlait de la télé, mais c'est un paysage très homogène. Puis là, ils l'ont vu que ça avait des répercussions. Il y a moins de gens qui ont envie de consommer la nouvelle comme ça. Ils voient des baisses d'écoute drastiques. Quand tu vois les chiffres, là, ça se voit dans les dernières années. Mais en même temps, est-ce qu'on n'aurait pas dû diversifier un petit peu et les contenus et les contributeurs? On le voit que ça se fait plus à la radio, ça se fait sur le web. Il y a cette volonté-là qui est palpable. Puis je pense que nous, on le voit beaucoup comme ça aussi. Je pense que chacun amène sa couleur, mais il faut que les gens aient le goût de consommer la nouvelle de cette manière-là. Il faut qu'ils viennent. Puis je pense que c'est une question d'aller les rejoindre différemment, là. Bon, ben justement, si je te donnais le dernier 30 secondes de cette entrevue pour dire, ben là, tu as les oreilles des auditeurs. Si tu avais à les inviter, qu'est-ce que tu leur dirais? Je vous dis, déjà, c'est votre média. Vous prenez la place. Il y a des fois, on a des angles morts. On veut les enjeux qui vous préoccupent à vous. Comment la technologie change votre vie?
Comment vous avez peur qu'elle la change? Comment vous avez le goût qu'elle la change? Je sais pas. Venez nous en parler. On est là pour vous. Écrivez-nous. Vous allez trouver nos coordonnées dans l'édition. C'est lesconnecteurs.ca, ça s'en vient. Mais là, pour l'instant, on est sur csciences.ca. Et puis, écoutez, on est facile à trouver. On va traiter de vos sujets en priorité. C'est ça qu'on veut, c'est vous donner la parole, puis surtout encadrer les nouveaux usages de la technologie parce que elle est déjà là. Elle est plus à nos portes, elle est déjà rentrée dans les foyers. Voilà. En tout cas, merci pour cette initiative. Je pense que ça manquait au paysage, puis c'est une pierre de plus que vous mettez pour justement, d'une part, parler de ce qui se fait, puis deuxièmement, soulever des questions. Je pense qu'on n'aura jamais assez de temps pour réfléchir sur les enjeux qu'amène autant la technologie que la science. Tu as raison. Puis merci à toi pour tout ce que tu fais. C'est une source d'inspiration, évidemment, au quotidien. C'est gentil. Chloé-Anne, toi, rédactrice en chef du nouveau magazine Les Connecteurs, de Sciences aussi, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Je sais que avec tous tes médias, tu es pas mal occupé, mais merci. Merci à toi. Merde pour la suite. Merci, Bruno. Au revoir. Bye. Ma prochaine invitée, j'aime beaucoup son travail à la radio de Radio-Canada et encore plus son travail de vulgarisatrice de l'IA sur les réseaux sociaux. Cette semaine, Chloé Sandervost nous présentait, dans l'une de ses rubriques en ligne, la nouvelle plateforme vidéo DreamFlare, un genre de YouTube, mais pour la vidéo créée par intelligence artificielle. Je l'ai invitée pour venir nous en parler. Elle a accepté. On la retrouve à l'instant. Bonjour, Chloé. Bonjour, Bruno. Heureux de te retrouver dans mon carnet. Chloé, cette semaine, sur toutes les plateformes sur lesquelles tu es présente, tu parlais d'une nouvelle plateforme vidéo, on va la qualifier comme ça pour le moment, DreamFlare, qui arrive avec une nouvelle offre. Qu'est-ce que c'est? Comment tu la décrirais, toi? Mais je trouve que cette plateforme arrive à une réponse à la question que beaucoup de gens se pensent en ce moment. C'est, Bruno, comment on peut utiliser l'IA pour faire quelque chose qu'on ne fait pas encore. On parle toujours de remplacement, d'optimisation, mais on voit des gens créatifs aussi qui se demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Et dans le domaine du divertissement, de la création aussi, comment on peut raconter de nouvelles histoires ou le faire autrement? Et c'est le pari de cette plateforme DreamFlare. Alors pour les analogies, il se présente comme un HBO, comme un Netflix. On peut peut-être dire aussi comme un TikTok de l'intelligence artificielle, mais l'idée, c'est d'avoir une plateforme de diffusion dans laquelle on va avoir des courtes œuvres qui sont vraiment créées avec l'intelligence artificielle et en fait, on mise sur les forces de la technologie pour nous raconter ces histoires. Je te donne des exemples concrets, je pense que ça va être plus parlant. En fait, les créateurs ont développé 2 formats originaux. Le premier, ils appellent ça des flips. Tu vois, c'est intéressant, il y a un vocabulaire qui se développe. Alors les flips, c'est quoi? C'est, on pourrait dire un genre de bande dessinée que tu vas consulter en défilement vertical, donc du haut vers le bas. En fait, non, excuse-moi, oui, du haut vers le bas, ça dépend comment tu le regardes, mais en tout cas, ouais, tu fais monter l'histoire, si tu veux. Un peu comme le manga, pour des Occidentaux comme nous, ça demande une gymnastique. Après, on apprend le code, là. C'est ça, exactement. Et donc, tu as un mélange d'images fixes et de vidéos, mais avec cette esthétique donc d'images générées en utilisant l'intelligence artificielle, mais sur base de scénarios, donc d'histoires qu'on nous dit immersives. Le deuxième format, ils appellent ça des spins. C'est comme des courts-métrages interactifs. Donc, tu parlais de vidéos au début. Effectivement, on a des vidéos, une histoire qui se présente à nous avec un récit, et puis à certains points clés, on va être invité à choisir, comme dans les bons vieux livres dont vous êtes le héros, sauf qu'encore une fois, on retrouve cette esthétique IA très, très assumée. Quand tu en parlais dans ta vidéo pour présenter cette plateforme-là, tu faisais la comparaison, puis tu viens de la reprendre aussi, tu parlais de HBO, de Netflix. C'est drôle, moi, quand j'ai été la consulter, j'avais plus l'impression de me retrouver, mais c'est probablement dû à mon âge, devant un nouveau YouTube, nouveau format adapté pour l'IA. Est-ce que je suis dans les patates? Qu'est-ce qui fait que toi, tu vois ça plus comme un HBO, un Netflix? Ben, en fait, je pense que toutes les analogies sont intéressantes. Moi, ce que je vois, c'est que on
on voit cette espèce de tournant, en fait, où on veut trouver de nouvelles façons d'exploiter la technologie en prenant des ingrédients qu'on a déjà, en les mélangeant et en essayant d'établir une nouvelle formule. Là où, d'après moi, il y a peut-être quelque chose à regarder du côté de ces géants de la diffusion comme HBO, Netflix, c'est que ils se donnent les moyens de leurs ambitions. Donc les gens derrière Dreamflare, c'est un ex de Google, un documentariste aussi, qui sont allés chercher donc du financement de départ, donc dans le modèle des startups, mais pour sélectionner déjà des créateurs avec lesquels ils travaillent. Je pense que c'est intéressant aussi de souligner, donc les artistes sont rémunérés pour diffuser leurs œuvres sur cette plateforme. Donc pour le public, on veut offrir aussi du contenu de qualité. Après, est-ce que ça plaît ou pas? Quelles questions ça soulève? Il y a tout ça. Mais donc il y a cette approche de proposer un produit fini dans une interface aussi d'utilisation qui est très bien développée. C'est pas des amateurs qui sont derrière ce projet-là et ça se voit tout de suite. D'ailleurs, entre les branches, quand on regarde les quelques articles qui ont été écrits sur cette plateforme, on apprend que les travailleurs qui sont sélectionnés sont encadrés par des anciens apparemment de Disney, de Universal, mais qui ne veulent pas dévoiler leur nom parce que la création avec l'IA, ça reste un sujet très sensible, surtout du côté de Hollywood en ce moment. Ce que je trouvais intéressant, c'est que malgré ce que tu dis, tu nous apprenais aussi que c'est pas un circuit fermé, hein. Ils sont quand même ouverts et attendent les nouveaux, j'allais dire, les nouveaux créateurs. Exactement. Et là, c'est là aussi que le modèle est intéressant, c'est qu'en fait, ils veulent capitaliser sur l'intérêt qu'il y a pour l'intelligence artificielle en ce moment. Tu as sûrement vu passer, Bruno, sur les réseaux sociaux, des vidéos créées avec l'intelligence artificielle qui deviennent virales. Et la question, c'est, mais quel lieu de diffusion existe en ce moment pour ces créateurs? On commence à voir apparaître des petits festivals d'IA, mais en ligne, des espaces dédiés. Pour l'instant, chacun y va un peu avec sa plateforme, et eux, les gens de Dreamflare, ça fait partie de leur argumentation de dire est-ce qu'on peut créer des opportunités pour les talents, les nouveaux talents de l'intelligence artificielle qui n'ont pas encore de lieu de diffusion. Donc ils disent, l'idée c'est pas de couper des emplois, ils connaissent les arguments, ils connaissent les craintes aussi dans le milieu, mais plutôt de mettre en place de nouvelles opportunités, donc en rémunérant les artistes. Là aussi je trouve que le cocktail il est intéressant à regarder, hein. Donc c'est un mix de revenus publicitaires, d'abonnements, de contributions directes, de produits dérivés. Donc, je trouve qu'ils ont bien capté les façons de faire aussi dans tout l'écosystème des réseaux sociaux pour essayer d'amener des créateurs justement à participer à cette plateforme-là et créer un lien avec le public aussi. Ouais, puis c'est habile parce que dans le fond, c'est le premier lieu où on voit en guillemets, un type d'agrégation de contenu. C'est probablement pour ça que je fais le parallèle avec YouTube. Parce qu'à l'époque, quand YouTube est arrivé, il y avait ici et là des vidéos, mais on savait pas où les retrouver. Puis finalement, YouTube a dit, si vous créez une vidéo, vous voulez qu'elle soit vue, venez la porter chez nous. Et ces gens-là répètent un peu la même recette en disant, vous créez vous faites une création d'IA, venez la déposer chez nous. Les gens qui sont chez nous, ce sont des gens qui cherchent ce type de production. Voilà, c'est tout l'enjeu de la découvrabilité aussi. Exactement. Puis on sait qu'avec la génération de contenu avec l'IA, on risque d'être enseveli sous des montagnes de contenu de qualité très, très inégale. Donc ça aussi, ça fait partie de la promesse qui est justement cette sélection qui soit faite. Puis, tu sais, on a eu plusieurs échos de projets similaires. Hein. Tu as sûrement entendu parler de Showrunner aussi, qui veut proposer des courtes séries comme ça interactives. Il y a d'autres projets qui sont sur la table, mais moi, c'est le premier que je vois qui est comme ça déjà abouti, qu'on peut nous-mêmes aller consulter pour se faire une idée de la forme que pourraient prendre ces nouvelles productions avec l'IA. Prochaine étape, tu sais, quand on regarde le festival de Venise, le festival de Cannes, ils ont ouvert depuis quelques années maintenant les portes à la production VR, la production immersive. As-tu l'impression que c'est la prochaine étape, ça, dans l'accessibilité des créations en intelligence artificielle, de pouvoir avoir une section dans ces grands festivals-là? Ouais, en fait, on voit plusieurs approches. Il y a effectivement tu sais, comme Tribeca récemment qui a ouvert une section IA aussi, mais ça a suscité un tollé. Donc effectivement, ces lieux qui ont déjà une certaine reconnaissance, qui ouvrent leurs portes. On voit des festivals dédiés, comme par exemple cet automne, il va y avoir le festival Artefact, qui est présidé par Jean-Pierre Jeunet, avec aussi la participation à la fois de YouTube, de Arte. Donc là aussi, on voit qu'il y a une reconnaissance institutionnelle qui s'installe. Mais d'un autre côté, on voit des initiatives aussi de festivals garantis sans IA pour justement des œuvres avec un minimum d'intervention technologique. Et c'est
je trouve assez extraordinaire justement que cette diversité-là soit possible. On ne souhaite pas avoir une esthétique unique qui viendrait de tout avaler, donc c'est plutôt intéressant qu'il y ait cette variété-là qui se passe. Puis à travers ça, je trouve que des créateurs comme ceux qu'on retrouve sur Dreamflare, les gens qui organisent ces festivals, ils nous lancent quand même une méchante bonne question. Hein. Je sais pas si t'es passé à Mutech récemment. Il y a un documentaire génératif en direct qui a été présenté. C'est Eno, donc un documentaire sur la vie, l'œuvre de Brian Eno, qui était réalisé en utilisant l'intelligence artificielle. Pas pour créer des scènes, mais plutôt pour assembler des scènes documentaires au sens classique. Et c'était vraiment intéressant d'être dans la salle pour vivre cette expérience de voir un film qui était présenté finalement une seule fois, parce qu'à chaque fois, on avait une version différente. Puis je me souviens, le réalisateur disait, encore une fois, lui, son idée, c'est pourquoi est-ce qu'on continuera à toujours raconter des histoires de la même façon? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer le cinéma avec l'IA? Donc, c'est ça la question qui nous est un peu posée en ce moment. Ouais, c'est drôle parce que dans le fond, on revient au bon vieux théâtre où chaque soir est différent. Ouais, puis il y a quelque chose de ça qu'on recherche aussi, je pense, en ce moment, avec un paysage médiatique qui est très fragmenté, les algorithmes de recommandation qui sont tellement performants qu'on peut chacun avoir notre propre fil personnalisé. Comment on recrée des expériences collectives à travers tout ça? Est-ce que l'IA va nous séparer encore plus ou permettre justement de revisiter l'expérience d'aller au cinéma? Chloé Sanderva, c'est toujours aussi fascinant de t'entendre parler. Merci de chercher comme ça à travers tout ce qui existe, le contenu d'IA, les nouveaux outils aussi qui sont possibles. Je rappelle qu'on peut te retrouver notamment sur TikTok, mais aussi sur les autres plateformes. Et moi, j'aime bien TikTok et LinkedIn pour te retrouver. Ben, je dis à la prochaine visite sur mon carnet. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Salut. Ma collègue Catherine Dupont-Gagnon, spécialiste de cybersécurité, qu'elle enseigne d'ailleurs à Polytechnique Montréal, vient nous parler cette semaine de cette solution proposée par Adobe et Microsoft pour combattre la désinformation et le contenu manipulé en ligne. Vous êtes-vous déjà demandé comment savoir si une photo, une vidéo ou tout autre contenu numérique était authentique? Dans une ère où la désinformation et les manipulations sont omniprésentes, cette question devient de plus en plus cruciale. La désinfo est, après tout, l'un des plus grands risques à surveiller en 2024 selon le World Economic Forum. Bref, dans un monde saturé de contenu numérique, parfois vrai, parfois faux, le besoin d'une solution pour nous aider à démêler tout ça se fait sentir. Je vous propose donc d'explorer aujourd'hui une initiative regroupant les géants technologiques comme Microsoft et Adobe, mais également des grands médias d'ici et d'ailleurs, et aussi des compagnies d'IA générative. Est-ce que cette initiative peut vraiment garantir l'authenticité des contenus? Ou est-ce que sous un vernis de transparence se cachent en fait des défis importants? Pour commencer, c'est quoi cette initiative? Bien, il s'agit du C2PA ou Coalition for Content Provenance and Authenticity, traduction, la coalition pour la provenance et l'authenticité du contenu, et elle promet de révolutionner la manière dont on vérifie la provenance des contenus numériques. De façon globale, il s'agit d'une initiative qui vise à établir des normes pour assurer transparence et traçabilité. Ça a été lancé en 2021 et ça a pour objectif, en fait, d'authentifier ces contenus-là en s'assurant que les contenus numériques soient accompagnés d'informations vérifiables sur leur provenance et leur historique. Par exemple, des métadonnées sur la manière dont le contenu a été créé et modifié. Puis, l'intention derrière ça, en fait, c'est d'éviter la désinformation en fournissant des mécanismes qui vont permettre de vérifier si un contenu a donc été altéré de manière frauduleuse ou trompeuse. Bref, la coalition vise à faire ça en établissant des standards pour intégrer des métadonnées dans les fichiers numériques qui fonctionneraient de façon uniforme pour tout format ou toute plateforme de création. Ça, afin que les utilisateurs puissent vérifier l'authenticité. En résumé, le C2PA cherche à créer un écosystème où les utilisateurs peuvent avoir confiance dans la provenance et l'intégrité des contenus numériques qu'ils consomment en leur fournissant des outils pour aider à vérifier et à valider les informations par le biais d'une signature digitale qui est décrite comme étant cryptographiquement scellée ensemble dans un manifeste inviolable attaché au contenu pour toute sa durée de vie. En termes plus communs, lorsqu'on crée un contenu en utilisant le standard C2PA, il y a un manifeste qui se crée pour identifier le qui, le quand et le quoi de la photo.
Par exemple, qui le crée? En théorie, ce manifeste est impossible à truquer ou manipuler. En théorie. Puis, à chaque fois qu'une personne prend le contenu, puis par exemple recadre l'image pour modifier le narratif, boum, un nouveau bout de manifeste s'ajoute à l'historique de l'image et donc, un utilisateur averti pourrait consulter cet historique et prendre une décision informée sur la véracité de ce qu'il voit sur son écran. Autant l'initiative semble convaincante, autant il vaut la peine de se pencher sur les critiques principales. D'abord, la complexité même de la gestion des métadonnées cryptographiques et son adoption généralisée, qui risque d'être un peu plus lente, sont une embûche. Le problème avec tout ce qui est du domaine aussi des tags de véracité et autres indicateurs, comme les fact-checkers par exemple, c'est qu'en fait, ça convainc pas vraiment les gens qui sont déjà désinformés. Au final, les gens qui consomment de la désinformation et les convaincus ne sont pas à la recherche de faits, mais de confirmation de leurs croyances. Il y a plusieurs études qui ont démontré le manque d'efficacité des fact-checkers auprès de cette population. Il y a aussi que dans un monde post-vérité, c'est difficile de se fier à un système qui, au final, repose essentiellement sur la confiance que les métadonnées sont authentiques et n'ont pas été falsifiées. C'est pas improbable qu'un acteur de la menace pourrait éventuellement bâtir un outil pour truquer les manifestes de façon ultra sophistiquée. Finalement, on peut pas passer aux côtés des enjeux de vie privée. Il y a quand même des raisons très valides parfois de vouloir partager des contenus ultra importants à un grand public en ayant préalablement effacé les métadonnées qui peuvent parfois nous identifier. Par exemple, si on est un activiste dans un pays où la liberté d'expression n'est pas garantie. Pour conclure, je voulais vous proposer une citation de l'auteur du blog Hacker Factor qui s'était penché sur les différentes problématiques autour du standard. Son avis, je vous traduis une de ses citations, le C2PA introduit plus de problèmes qu'il tente d'en résoudre, tout en n'ayant résolu aucun problème au final. Ouch! Bien entendu, l'initiative n'est pas à son itération finale. Les développements autour de sa future intégration sont donc à suivre. En attendant une solution miracle, n'oubliez pas d'aiguiser votre esprit critique lorsque vous naviguez en ligne. Variez donc vos médias, tombez pas dans le piège des clickbaits et validez toujours l'information auprès de sources de confiance avant de partager. L'ami Stéphane Ricoul est de retour de vacances cette semaine, vacances bien méritées, dois-je ajouter, et il me racontait que ses yeux sont passés de l'écran de son cellulaire au viseur de son appareil photo pendant ses vacances. Et comme vous allez l'entendre, cet exercice a déclenché chez lui une réflexion intéressante. L'an passé, à mon retour de vacances estivales, ma chronique portait sur le fait que j'avais voyagé avec un compagnon désormais indispensable à tous les plaisanciers, Google. Cette année, j'ai continué à l'amener avec moi dans ma valise, même si ses étoiles ont à mes yeux réellement pâli, puisqu'ayant succombé à la vague intelligence artificielle, perdant de leur superbe par un manque flagrant d'authenticité. J'y reviendrai certainement un jour dans une chronique, mais pour aujourd'hui, c'est pas le sujet dont je voulais parler. Durant mon voyage à l'extérieur du pays, j'ai beaucoup observé. Les paysages, certes, qui étaient magnifiques, mais aussi les gens, le monde, dont je croquais les instants de vie à travers la lentille de mon appareil photo numérique, celui qui pendouillait en bandoulière autour de mon cou, pas celui qui était continuellement dans ma poche. Et dans ces instants de vie, un objet s'invitait très souvent, le téléphone cellulaire. Sur la plage, dans la rue, au restaurant. Dans les plus beaux points de vue, à des centaines voire des milliers de mètres d'altitude, il n'avait cesse de revenir dans mon champ visuel ce boîtier rectangulaire doté d'un écran au travers duquel un contenu hypnotisant gagne trop souvent la bataille, même quand l'adversaire est une nature qui s'est bâtie à coups de millénaires, s'offrant pourtant dans un magnifique spectacle, ou quand l'adversaire est tout simplement ces personnes que vous chérissez, que vous aimez, avec qui vous avez décidé de faire ce voyage, mais qui disparaissent à partir du moment où vos yeux sont rivés sur cette distraction au temps cognitif désormais beaucoup trop long. Mais me direz-vous, c'est leur choix.
Et il semble d'ailleurs être accepté par la plupart du monde si je me fie à mon observation. Mais tous ces gens se sont-ils posé la question si c'était aussi la préférence de leurs enfants? Car oui, j'avoue avoir été choqué de voir autant de jeunes, très jeunes enfants, passer le temps d'un souper scotché à un écran qui diffusait de contenu que les parents ne vérifiaient même pas un instant et qui les enfermait dans une bulle totalement hermétique aux autres, ne participant aucunement à la conversation, ni à l'ambiance ou l'atmosphère plaisante des vacances, mais bien plus grave que ça, n'étant d'aucun intérêt aux yeux de leurs parents, frères, sœurs, oncles, tantes, eux-mêmes rivés à cet objet de détournement d'attention. Alors je me suis dit que ce serait le premier sujet dont je parlerais pour ce début de nouvelle saison de mes chroniques, dès mon retour de vacances. Puis j'ai écouté en rattrapage et en rafale les épisodes du balado Mon Carnet, particulièrement cette entrevue avec la professeure et chercheure Caroline Fitzpatrick, qui a publié une étude sur l'impact des tablettes sur les jeunes enfants. Le sujet avait donc été couvert durant mon absence, et ce, de façon très éloquente, et je me devais d'en trouver un autre. Mais impossible d'ôter de ma tête toutes ces images de tablés de gens absents les uns pour les autres, bien mieux nourris par un scroll incessant que par ce qui se trouvait dans leurs assiettes, bien plus satisfaits par une conversation qu'ils n'avaient pas avec ceux qui n'étaient pas présents que par un sourire et une chaleur humaine des êtres pourtant assis sur les chaises d'en face. Alors j'ai décidé de conserver mon sujet. Comment dès lors expliquer qu'un couple, potentiellement amoureux l'un de l'autre, qu'une famille, potentiellement heureuse ensemble, s'oublie dans les méandres d'un contenu qui pourrait être vu plus tard, les privant d'un instant présent à vivre? Comment expliquer que ces téléphones intelligents sont devenus une partie intégrante de notre quotidien? Car ça ne sert à rien de se voiler la face, nous avons tous développé une habitude, voire une dépendance, à vérifier constamment nos notifications, nos messages et surtout nos réseaux sociaux. Serait-ce un échappatoire à nos vies? Une façon de se désennuyer? Combien de fois, moi, plus jeune, j'ai pu dire à ma mère « Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire ». Nos jeunes utilisent-ils encore ce genre de phrase où le problème est réglé? Le cellulaire a-t-il remplacé la cigarette pour se donner de la contenance dans un contexte social? Avons-nous peut-être ce besoin viscéral d'être ultra productif à toutes les heures de la journée? Ressentons-nous une pression continuelle à rester au courant de quelque chose? Avons-nous ne serait-ce que conscience de l'impact que tout ça peut avoir sur nos vies et celles des autres? Ce sont toutes ces questions qui me venaient en tête quand j'observais cet échantillon de notre société, pourtant en vacances. En 2023, le journal Le Monde a publié les résultats d'un sondage qui faisait état que 61% des Français estimaient que leur conjoint ou conjointe passait trop de temps sur leur téléphone, se posant la question jusqu'à quel point il fallait préserver notre sphère intime de l'invasion numérique. Et ça semble vrai comme statistique, quel que soit l'âge, puisque la pandémie a amené nos plus seniors également à utiliser ces outils et se faire prendre au piège comme tout le monde. Selon le Digital Report de 2021, les Canadiens passaient chaque jour 6h26 sur Internet, dont plus de 2 heures sur les réseaux sociaux. Selon Marie-Ève Daspe, professeure agrégée au département de psychologie de l'Université de Montréal, c'est probablement une des raisons pour laquelle il est commun aujourd'hui de connaître des problèmes affectifs liés à l'utilisation de nos actifs numériques. Pourtant, et je la cite, les technologies numériques peuvent réellement contribuer à échanger des mots d'affection, exprimer des émotions et s'apporter un soutien mutuel. Elles permettent aussi de partager avec ses amis des publications et des images relatives à son couple qui peuvent contribuer à cimenter la relation. Mais se pointe aussi le bout du nez, la jalousie et la surveillance électronique selon elle, tel que le précise un autre article justement publié par l'Université de Montréal, ce qui lui fait dire que plus une personne utilise les réseaux sociaux, dont Facebook, plus elle s'expose à toutes sortes d'informations sur l'être aimé qui peuvent lui paraître ambiguës, comme percevoir un rival potentiel chez quelqu'un qui a aimé une de ses publications. Et malgré tout ça, à l'heure des repas de vacances, à l'heure de la plage, à l'heure de l'apéro, à l'heure de la visite de lieux
que nous ne verrons qu'une seule fois dans notre vie, nous invitons systématiquement nos téléphones cellulaires à être des nôtres. En fait, petite rectification. Nous invitons systématiquement nos téléphones cellulaires à être avec nous, pas avec les autres. Je ne suis pas ici nostalgique, mais inquiet de la société qui est en train de se construire sur nos écrans. Et donc, c'est une chanson de Michel Jonas qui me vient présentement en tête, dont les paroles sont « On allait au bord de la mer, avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les bateaux, on suçait les glaces à l'eau. Sur la plage, pendant des heures, on prenait de belles couleurs. » Me semble que ça devrait encore être ça, la vie, non? Ces petits bonheurs simples, en famille ou entre amis. Mais est-ce encore possible? Ou sommes-nous devenus des otages numériques? Je vous laisse sur cette réflexion et je m'en vais profiter des quelques heures de vacances qu'il me reste encore au moment où je couche ces mots sur le papier. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à mes invités, merci à mes collègues Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon et Stéphane Ricoul pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition. Merci pour avoir passé ce bout de journée avec moi. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, plus exactement, pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Puis entre-temps, je vous invite à aller écouter 120 secondes de tech. Ça me fera plaisir de vous y retrouver. C'est à tous les jours, du lundi au vendredi. Bonne semaine, portez-vous bien.